Vous êtes sur CGT en français en direct depuis Beijing. Bienvenue dans l'essentiel, l'émission qui décrypte tous les mardis et jeudis les grands sujets d'actualité internationale avec nos analystes sur place et en ligne. Face à un contexte d'incertitude croissante dans le monde résultant de la crise ukrainienne et après le sommet de l'UE, celui du G7 et celui de l'OTAN, le président chinois Xi Jinping a rencontré vendredi dernier le président du Conseil européen Charles Michel et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen par vidéoconférence. Comment les relations sino-européennes pourraient-elles optimiser leur rôle afin d'injecter de la stabilité et une énergie positive dans la situation internationale actuelle? Nous vous invitons à participer à notre discussion en envoyant des messages via nos réseaux sociaux. Et sur le plateau se trouve avec moi Nicolas Hirusin, commandateur de CGTN, et en ligne avec nous Madame Song Xin, ancienne conseillère politique du Parlement européen, et Monsieur Xu Tiebing, spécialiste en relations internationales. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Le 23e sommet Chine-UE s'est tenu en plein milieu de la crise en Ukraine et la reprise économique mondiale, et sans parler de la situation sanitaire causée par la pandémie de Covid. De nombreux sujets ont été apportés pendant cette rencontre virtuelle. Nicolas, que peut-on dire de cette réunion ? Alors tout d'abord, un renforcement des relations bilatérales entre la Chine et l'Union européenne. Le président Xi Jinping a vraiment insisté là-dessus, que ce soit l'Europe ou la Chine, ce sont des grands marchés en expansion, en développement, qui ont besoin l'un de l'autre et qui doivent travailler ensemble pour permettre un développement meilleur. Donc notamment, on parlait du changement climatique, de la biodiversité. Donc là, c'est travailler ensemble en vue de la transition énergétique entre que ce soit les pays de l'Union européenne ou de la Chine. Pour la relance post-épidémique aussi, après la Covid-19, la pandémie, travailler ensemble pour réussir donc à dépasser cette pandémie et les problèmes économiques qui y sont liés. Et pour le commerce aussi, c'est un accès au marché plus équitable, plus libre, que ce soit pour les investissements étrangers des Européens vers la Chine, ou l'accès aussi plus libre des entreprises chinoises en Europe. Et bon, au-delà de ça, évidemment, le point principal, là, c'était le conflit qui a lieu en ce moment en Ukraine. Et les pays européens ont demandé l'appui de la Chine pour en fait effectuer une sorte de médiation pour aider, parce que la Chine, évidemment, a des relations spéciales avec la Russie. Donc, voir si la Chine peut aider à résoudre la situation à travers la négociation. Donc on a parlé des défis, aussi des perspectives. Ce sommet a lieu dans un contexte très particulier, fortement marqué par le conflit russo-ukrainien. Et quels sont les enjeux de ce sommet Chine-UE? Et nous allons tourner la parole à Monsieur Jacques Cheminade, président de la Solidarité et Progrès, ancien candidat aux élections présidentielles. Monsieur Cheminade, quels sont les enjeux du 23e sommet Chine-UE selon vous? Alors je dirais, la première chose importante, c'est que ce sommet ait lieu, qu'il se tienne. Parce que dans les circonstances difficiles actuelles, c'est important qu'il ait lieu. Je ne crois pas qu'il y ait des partenariats nouveaux qui soient définis, mais c'est un message, et des messages pourront être échangés. La première chose très importante, je pense, c'est que ce que le président Xi Jinping a développé comme il l'appelle l'initiative de développement global, son initiative de développement global, et les nouvelles routes de la soie, peuvent se coordonner avec la stratégie Global Gateway européenne. Comment ces deux choses peuvent constituer un tout. Et c'est pour cela que je pense, ce qui doit résulter, qui peut être très important comme principe, c'est qu'il ne s'agit pas d'une politique, je dirais, de rivalité systémique, comme il a parfois été dit en Europe, mais au contraire d'une politique de coopération, d'échange, tenant compte que environ 15% des exportations chinoises viennent en Europe. Elle absorbe 15% des exportations chinoises, l'Europe, et que, à l'en sens inverse, la Chine représente 10% des exportations des 27 pays européens. Donc il y a une base ferme, il y a une discussion sur cette base ferme, et elle doit être sur la base du multilatéralisme et de la coopération, et pas sur la base de cette rivalité systémique.
Et dans quel domaine l'UE et la Chine peuvent-elles avancer ensemble, selon vous? Moi, j'attendrais que l'accord d'investissement qui avait été conclu fin 2020, à l'incitation d'Angela Merkel, qui avait beaucoup insisté là-dessus, puisse être établi. Pour l'instant, il n'en est pas question, mais il faudrait quand même y penser. Ensuite, c'est tous les domaines du nucléaire, du spatial, de l'aérospatial, et surtout face à la crise alimentaire qui se dessine dans le monde, je crois qu'il y a une coopération dans le domaine agricole et alimentaire qui peut être très importante entre la France et la Chine. Il y a une coopération sur l'environnement. Alors je voudrais que cette coopération sur l'environnement ne soit pas de façon punitive, mais positive, dans une optique de développement et de transformation économique et d'amélioration des choses. Alors, dans ce contexte, la France a un rôle important à jouer. Pourquoi ? Parce que la France a le nucléaire, que l'Allemagne n'a pas, le nucléaire civil. La France a une force de frappe militaire. La France a un siège au Conseil de sécurité de l'OTAN et un secteur public. Alors, par rapport à cela, la France a un très grand potentiel avec la Chine. Notamment, il y a 2 satellites franco-chinois, il y a la coopération dans le domaine nucléaire, qui n'est pas, à mon sens, allée assez loin. Bref, il y a toutes ces questions. Et donc, quelles sont les répercussions du conflit russo-ukrainien sur les relations sino-européennes? Et qu'est-ce que vous pensez de l'avenir des relations entre la Chine et l'UE? Ce qui est très important, c'est de voir comment l'Europe et la Chine, en particulier la France, peuvent jouer ce rôle de médiation et d'inspiration pour une paix. Je conclurai simplement en disant que j'ai vu que, avec optimisme, que Serge Lavrov, après le ministre des Affaires étrangères russe, après son entretien avec Wang Yi récent, a déclaré « Je suis convaincu qu'à l'issue de cette étape, la situation internationale sera nettement plus claire et que nous nous dirigerons vers un ordre mondial multipolaire, juste et démocratique. » C'est ce que je disais au départ. Mais il y a mieux. Il y a en France la personne qui est la plus importante du point de vue militaire, qui a fait une déclaration aux officiers généraux. Et elle a dit très clairement « Les sanctions prises par la communauté internationale à l'encontre de la Russie frappent durement l'économie russe, bien sûr, mais également les économies occidentales et en particulier les économies européennes. » Donc c'est une prise de conscience et la Chine doit jouer ce rôle par rapport à ce qui n'est pas un effondrement ou de grandes difficultés économiques. Et finalement, il conclut, le chef d'état-major des armées français, à moyen terme, l'une des conséquences de cette guerre, la guerre en Europe, en Ukraine, sera sans doute une période de restructuration des relations économiques mondiales. Alors là, on voit un rapprochement avec ce qu'a dit M. Lavrov et ce qu'a dit M. Wang Yi, et je crois qu'il y a une chance à jouer. Ce moment sera peut-être bref dans l'histoire, mais une grande chance à jouer de coopération pour le développement mutuel. Merci Monsieur Cheminade pour vos éclaircissements. Donc Monsieur Cheminade a parlé de la relation sino-européenne jouera un grand rôle dans cette restructuration économique mondiale. Vous êtes partagé, Nicolas? Oui, donc je partage en gros ce qui a été dit, plus de multilatéralisme, plus de coopération. Il a parlé de l'accord global d'investissement qui devait être ratifié par le Parlement européen, qui n'a pas été fait. Donc là, je pense que c'est vraiment quelque chose aussi qui doit être vraiment pensé, réfléchi entre les 2 parties pour trouver cet accord, parce que c'est un accord, je pense, qui était gagnant-gagnant, bénéfique pour les 2 parties, pour qu'il y ait un environnement d'affaires pour les investissements étrangers en Chine qui soit plus contrôlé, avec des protections plus institutionnelles. Et donc ça, c'était je pense, un point positif pour les investissements des entreprises européennes en Chine, et inversement aussi avec la reconnaissance aussi dans les services, notamment Internet, des services chinois. Donc ça, je pense que c'est un point très important. Et bon, pour la crise ukrainienne, évidemment, ça c'est... Je dirais que de toute façon, la Chine n'est pas en conflit. Donc elle est toujours un spectateur qui est très attentif sur cette question. Et donc ensuite, pour les sanctions qui ont lieu contre la Russie, comme la Chine le dit, elle n'est pas partie prenante du conflit, donc elle n'a pas de raison pour l'instant de suivre des sanctions dictées par Washington. Comment voyez-vous, Monsieur Xu, le rôle de la relation sino-européenne dans cette restructuration économique mondiale? J'admire beaucoup, disons, l'appréciation de M. Cheminade. Moi, je pense qu'il faut voir que le sommet
Chine européenne doit se concentrer sur les relations bilatérales. Et ça se fait. On a par exemple interconnexion entre les ouverture globale projet initiative européen et la ceinture de la route de la soie de la Chine. Ça, c'est très bien, mais il faut penser qu'autre problème, je pense pour le moment, c'était surtout une certaine continuité dans les changements climatiques. Il faut penser aussi les postes pandémiques, notamment, par exemple, ce qui est la santé publique mondiale et enfin aussi une, je dirais, de crise ou disons les problèmes d'alimentation, de ravitaillement alimentaire qui est lié au conflit d'Ukraine. Cela dit, moi je pense qu'il faut un point très important, il faut souligner, c'est ce que nous répétons toujours, qu'il faut éviter que la mentalité de la guerre froide reprenne dans les relations internationales, notamment à travers la crise ukrainienne. On peut se jouer, par exemple, le rôle de nos offices de médiation, mais là, je pense l'importance, c'est que l'Europe doit garder son autonomie réelle et non pas simplement comme, je dirais, une sorte de suivisme interposé et qui s'exprime surtout la volonté de Washington. Ça, c'est très important dans nos relations entre les deux acteurs autonomes sur la scène internationale. Et c'est vrai que la Chine et l'UE sont deux forces significatives dans le maintien de la paix mondiale. Et aujourd'hui, la Chine et l'Europe ont-elles optimisé leur rôle, selon vous, Song Xin? Je crois que, comme je vais dire, l'Europe n'a pas a vraiment réduit en fait son espace en fait de manœuvre dans cette guerre. Elle inquiète car s'il y a vraiment une guerre nucléaire, la première ville visée serait pas Berlin ou Paris, mais Bruxelles. Donc cela explique en quelque sorte pourquoi l'UE a rappelé plusieurs fois à la Chine à s'y intervenir de façon plus active. Pour l'instant, la Chine veut seulement s'y intervenir de sa propre façon, pas comme ce qui est voulu en fait par l'Europe. Malheureusement, pour l'instant, on n'a pas encore vu une coopération en fait sino-européenne visant à éviter en fait l'escalade ou visant à la mise à la fin de cette crise. Il manque une véritable en fait convergence entre les deux côtés, sans parler d'une vraie coordination pour mettre la fin. Donc, je crois qu'il faut un dialogue pas seulement franc entre les deux, mais aussi profond de ces deux partenaires. Je voudrais souligner que la relation sino-européenne jouait un rôle essentiel dans la stabilité en Ukraine et la reconstruction en fait de post-guerre de la société ukrainienne. Il faut que les deux parties en fait continuent d'identifier les terrains exacts sur lesquels on peut travailler ensemble pour assurer une situation stable en Ukraine. Et aujourd'hui, c'est vrai, l'urgence est d'éviter l'escalade, voire le dérapage des tensions. Monsieur Su, quel rôle la relation sino-européenne pourra-t-elle jouer dans la suite de cette crise? D'abord, j'ai fait un peu commentaire sur l'avis de Madame Song. Je pense que si on voit par exemple les pays européens sont divisés, même si par exemple la France et l'Allemagne ont joué certains rôles de contact direct avec Poutine, mais en même temps ils participent, je dirais, à la sanction. Donc ça limite, ça réduit leur rôle de médiateur éventuel. On sait que jusqu'à maintenant, les progrès où on a fait plus obtenus dans la négociation, c'est à Istanbul. Ça, c'est très significatif. C'est que cette fois-ci, je pense que oui, l'Union européenne ne joue pas son rôle de médiation à l'auteur, ce qu'il voulait qu'il s'exprime. En réalité, je pense qu'ils sont plus ou moins un peu indirectement dedans, comme partie prenante. Donc ça limite, je dirais, l'éventuelle coopération dans la médiation. Je pense que la restructuration, ça c'est très important. Qu'on a déjà dit plusieurs fois, qu'en réalité, par exemple, c'est qu'une relation économique, géoéconomique, comme fournisseur, ravitailleur d'énergie,
et d'un côté, de l'autre, je dirais, de capitaux, de technologies entre l'Union européenne et entre la Russie. C'est quelque chose basé sur les avantages comparatifs. Et cette fois-ci, c'est lourdement affecté. Et finalement, ce que nous pensons, est-ce qu'il faut vraiment que la sanction allait si loin, finalement, non pas affaiblir, mais tout simplement pour détruire l'adversaire. Là, c'est aller trop loin, c'est dangereux aussi, même pour les intérêts propres de l'Europe. Et Nicolas, selon vous, quelle place pour l'Europe dans cette crise? Et est-ce que ce rôle a été modifié depuis le début de la crise? Alors pour la crise ukrainienne, là, dernièrement, on ne peut pas faire l'impasse hein, sur le changement de ton, ce qui est arrivé dernièrement avec des accusations graves de crimes de guerre hein, qui sont passées donc autour de la région de Kiev. Hein. Donc des accusations, pour l'instant, on ne peut pas dire qu'il y a eu des preuves définitives, évidemment, il va y avoir une enquête hein, dessus, mais on a vu effectivement des actes d'atrocité perpétrés contre des civils attribués à l'armée russe. Donc ça a changé, en fait, ces genres de déclics hein, qui font changer les choses hein, dans la perspective de ce conflit. Parce que là, maintenant, c'est difficile pour reprendre des négociations avec la Russie, puisque là, ces accusations quand même sont très graves. Que ce soit pour le président ukrainien qui a déclaré pour lui que c'était équivalent à un génocide. Pour la partie occidentale, européenne ou américaine, on parle plus de crimes de guerre. Donc c'est un petit peu différent, évidemment, un génocide étant beaucoup plus grave. Donc là, les pays occidentaux ont décidé d'alourdir encore les sanctions contre la Russie. C'est une sorte de tournant dans la guerre, dans ce conflit. Parce que là, je dirais qu'il y a une sorte de palier qui a été franchi. Et donc l'Europe, ici, à ce moment-là, a demandé effectivement l'aide de la Chine pour l'appuyer dans les sanctions, pour ne pas que la Russie puisse contourner les sanctions en utilisant voilà, son commerce avec la Chine. La Chine, elle, garde encore une sorte de position plutôt neutre, parce qu'elle ne veut pas, elle attendra les conclusions d'une enquête, mais cette enquête risque d'être longue. En tout cas, là, je sens que l'Europe effectivement va affermir ses sanctions, alors que les sanctions ne sont pas une solution pour la Chine. Donc là, il y a une sorte de... Une divergence là-dessus. Une vraie divergence à ce niveau-là, ouais. Ça va être difficile de se mettre d'accord. Et le président Xi a présenté une proposition en 4 points pour régler la crise en Ukraine pendant la réunion, qui inclut la promotion de pourparlers de paix, la prévention d'une crise humanitaire d'une plus grande échelle, la promotion d'une paix durable en Europe et sur le continent eurasien, et enfin empêcher le conflit régional de s'amplifier. Et Monsieur Xu, comment atteindre ces objectifs? Bien sûr, moi je pense que Xi Jinping a bien exprimé. L'essentiel, c'est que maintenant, il y a deux tendances. L'un côté, c'est la continuité de combat. On voit certains acteurs jouent comme, je dirais, fournisseurs d'armements offensifs. De l'autre côté, si on voit certains pays ont organisé des médiations, plus ou moins, ça commence à donner un résultat, même si ça reste encore insuffisant, comme à Istanbul ou d'autre part. Je pense bien sûr l'importance, c'est qu'on a vu certains gestes. D'abord, c'est la fin du siège à Kiev, mais en même temps, concentration de combats à Donbass. Là, il faut, je dirais, vraiment réduire les combats, notamment sur la perte civile. Concernant, par exemple, le scandale, je dirais, entre guillemets, tout récemment, autour de banlieue de Kiev, est-ce que c'est vrai ou non? Il faut bien sûr garder la vigilance, parce que dans la guerre, beaucoup de parties se jouent, disons, des informations, même des pièces, disons, préfabriquées, etc. On a, par exemple, par exemple, le maltraitement des soldats prisonniers russes par les forces ukrainiennes, entre guillemets. On a tous récemment, on a vu, il y a transfert de l'autre image vers, je dirais, soi-disant, le génocide ou le massacre de villageois, etc. Là, moi, je pense que les grands décideurs doivent garder l'esprit froid, non émotionnel. Il faut faire vraiment des enquêtes, disons, vraiment indépendantes et ne pas être, je dirais, branché ou kidnappé par ce type d'événements plus ou moins manipulés, entre guillemets. Enfin, moi, je pense, oui, si on voit, par exemple, le conflit, il faut faire déjà certaines préparations concernant la crise
je dirais, énergétique et la crise d'alimentation. Finalement, la Russie et l'Ukraine sont des deux grands exportateurs d'alimentation, du blé, etc. Déjà, disons, il y en a pas mal de régions dans le monde qui en souffrent. Ben, je pense chez nous, bien sûr, on pense, bien sûr, il faut éviter cette extension ou dérivés qui puissent, je dirais, perturber encore plus larges régions comme Eurasia. Et donc, la divergence entre la Chine et l'Europe existe vraiment. Madame Son, est-ce que vous êtes d'accord? Vous partagez cet avis aussi? Et pour vous, comment définir le rôle de l'Europe dans cette crise et dans quelle direction pourra-t-il évoluer? Je crois que l'Europe est toujours au centre de cette guerre. Hein. Peut-être pas sur la ligne de front vis-à-vis de l'armée russe, mais cependant, elle est profondément impliquée et engagée de manière excessive dans les conflits. Avant le commencement de cette crise, en fait, l'Europe a essayé plusieurs fois en fait, de calmer les tensions, mais elle a échoué. Donc maintenant, l'UE essaie en fait toujours de jouer un rôle, soi-disant médiation entre la Russie et l'Ukraine. Mais jusqu'à présent, c'est vraiment inefficace et pas du tout effective. Mais pourquoi? Parce que c'est vraiment une mission impossible. L'Union européenne s'est montrée, déjà montrée pour une raison très simple. L'Union européenne s'est montrée très fâchée et même tellement en fait hostile vis-à-vis de la Russie, de la société civile russe et même de la culture russe à cause de son jugement en fait de la guerre. Mais à ce moment-là, si elle veut vraiment jouer un rôle de médiation entre les deux parties qui sont en conflit, il faut être relativement neutre, mais elle ne l'est pas. Et donc, elle a perdu déjà depuis le début en fait de sa capacité de jouer ce rôle de médiateur. Et en plus, en fait, on voit les équipements, on envoie en fait les équipements militaires et donne les aides financières aux Ukrainiens pour se défendre. Dans ce cas-là, on peut même dire que lui a jeté en fait toute la possibilité de parler même en tant que négociateur avec la Russie en fait à long terme. Donc c'est à cause de ça, comme on a déjà souligné plus tôt, que l'UE doit aller en fait chercher un vrai médiateur entre les deux parties. Ce qui explique pourquoi elle a rappelé en fait pas seulement la Chine, mais la Turquie et même l'Israël à intervenir, car elle n'est plus capable de promouvoir en fait la paix sur la place. C'est exactement un scénario opposé en fait à ce qui s'est passé en 2008 entre la Géorgie et la Russie. À ce moment-là, en fait, l'Union européenne a réussi quand même à intervenir comme un médiateur et un gardien de paix à long terme après la guerre. Et maintenant, c'est aussi la question en fait ici, parce que c'est pas parce que la guerre est finie un jour, donc l'histoire va tourner en fait de cette page. On doit dire à long terme, les voisins restent toujours sur place. Comment est-ce qu'on peut maintenir la paix à long terme? Comment est-ce qu'on peut gérer en fait les conflits en fait qui se passent toujours en fait sur les frontières? Ça, c'est une question à se poser en fait aujourd'hui à l'Union européenne. Si maintenant elle n'est plus capable de parler en fait avec avec le gouvernement russe, donc ça va être un problème à long terme pour toute la région. Donc je voudrais dire que c'est nécessaire pour l'UE de montrer en fait sa solidarité avec l'Ukraine, mais tous ces actes en fait ont véritablement réduit en fait son espace de manœuvre pendant la guerre et surtout après la guerre. Cela va encore se montrer avec le temps. Et comme vous dites, c'est un grand dossier qu'on ne peut pas régler le jour au lendemain. Nicolas, quels sont les plus grands défis auxquels les relations entre la Chine et l'UE sont confrontées? Bon alors là je dirais c'est un peu contradictoire, mais d'un côté l'Union européenne considère la Chine comme un partenaire économique et d'un autre côté parfois comme un rival systémique. Donc comment gérer les deux? Bon, évidemment, il y a beaucoup de points où l'Europe cherche de la sécurité dans l'environnement économique et financier chinois. Donc, elle demande plus de transparence pour quand elle veut implanter des entreprises, pour qu'il y ait
une facilité un peu pour implanter ces entreprises, pour faire ces investissements, que ça soit accepté plus facilement par l'environnement des affaires chinois, une ouverture des marchés, des services. Elle veut également avoir une assurance qu'il n'y ait pas de problème au niveau de la cybersécurité, parce que ça c'est vraiment quelque chose aussi qui est un point important dans les relations, la sécurité de l'Internet. L'arrêt aussi ou la diminution de l'obligation des transferts technologiques, des joint ventures, c'est-à-dire l'obligation pour une entreprise européenne de s'associer avec une entreprise chinoise, et d'où la peur qu'il y ait un transfert des technologies qui soit obligatoire dans ces cas-là. Et ça, effectivement, c'est un point important pour l'Europe. Elle souhaiterait que ce système se termine. Et puis aussi vérifier qu'il n'y ait pas trop de subventions de l'État, d'entreprises soi-disant privées, qui recevraient de l'argent de l'État et qui permettrait de faire baisser les prix de certains matériaux ou de produits qui sont ensuite envoyés sur le marché européen. Donc voilà un petit peu les petits problèmes qu'il peut y avoir à ce niveau entre la Chine et l'Union européenne. Mais la Chine et l'Europe sont deux marchés importants pour promouvoir la croissance mondiale. Puisqu'on en parle, je vais citer quelques chiffres. Les données du ministère chinois du commerce indiquent que le commerce entre la Chine et l'Union européenne a atteint 137 milliards de dollars au cours des 2 premiers mois de cette année, en hausse de 14,8% par rapport à la même période de l'an dernier. Et en 2021, les échanges commerciaux entre la Chine et l'UE ont atteint un niveau record de plus de 800 milliards de dollars. Monsieur Xu, quelle est la position de la Chine d'aujourd'hui dans le développement des relations sino-européennes? D'abord, moi, je pense que ce chiffre, c'est provisoire, pas lié avec le avec la pandémie. Parce que, je pense que l'ASEAN devient le premier partenaire commercial de la Chine et l'Europe, que ce soit un peu plus ou moins, tout de même, représente, je dirais, un des partenaires le plus important pour les commerces de la Chine. Je reviens par exemple sur les propos de Nicolas, bien sûr. Je pense que c'est important qu'entre nous, il y a toute une série de questions qui doivent se régler. D'abord, l'accord d'investissement, bien assuré, protégé entre les deux parties, la protection intellectuelle, je dirais, de propriétaires intellectuels, aussi la cybersécurité. Tout cela, moi, je pense que ce sont des dossiers concrets. Au moins, ce que je pense qu'on a vu, c'est que l'Europe sont plus divisées sur certains points qui affectent une décision, je dirais, unanime vis-à-vis de la Chine, comme on dit cette triple définition de la Chine, partenaire commercial, compétiteur et un petit peu, comme on dit, c'est adversaire du système systématique. Là, je pense qu'il faut un peu modifier cette perception trop idéologisée pour notre parti. Exactement. Rappelons que la Chine et l'Europe partagent un langage commun sur la recherche de la paix et rappelons aussi que le président chinois Xi Jinping a affirmé que le développement de son pays offrirait une plus grande possibilité à la coopération étroite avec l'Europe. Donc reste à savoir si les deux parties vont rester en étroite coopération pour une plus grande perspective. Merci Nicolas, merci Monsieur Xu et merci Song Xing pour vos partages. C'est la fin de cette émission. Je vous dis à la prochaine dans une prochaine édition de l'Essentiel. À très bientôt.